Salut et bienvenue à toi sur ce podcast qui aide les hommes gays et queer à s'épanouir. Moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai très longtemps été sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est un guide pour se débloquer. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et à choper des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. Ça marche pour moi et j'espère vraiment que pour toi aussi. D'ailleurs, si tu veux que ce podcast continue, j'ai besoin de ton aide. Je cherche 400 auditeuristes qui donnent 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC. Bon, on est déjà à 70, j'utilise mes économies pour compenser, mais ça ne tiendra qu'un temps. Alors rejoins les 400 maintenant, lien dans le descriptif de cet épisode ou en tapant bit.ly/comment devenir. Tu y trouveras aussi mon Instagram pour voir ma tête, petit curieux, suivre les coulisses du podcast et le lien du Discord pour discuter entre auditeurs. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Ça va ? Ça va très bien. Ouais ? T'as besoin d'une pause ? Pas forcément. Top. Dans la partie précédente, la première partie de ton témoignage, tu m'as raconté tout ton chemin grandissant dans un petit village. Tu veux dire dans quel coin de la France ? T'étais en France ? En Bourgogne. En Bourgogne. T'es à l'aise de dire ça ? Oui. Super. Ton cheminement par rapport à ton coming out, ta sexualité et ce rôle de passif dans lequel tu te loges, avec en plus cette fissure anale qui en fait impacte tout, ta sexualité. T'as raconté tout ce chemin jusqu'au déclic. Est-ce que jusqu'au déclic où tu te dis tiens, des choses vont changer, tu disais moi j'étais dans ce rôle de passif parce que pas forcément légitime en tant que homme masculin qui pénètre, et puis de la peur. Tu disais ça juste avant. Est-ce que tu te souviens d'un ou de plusieurs déclics, d'un moment où tu te dis non mais là j'ai plus envie d'être uniquement passif dans ce rôle-là, j'ai envie d'autre chose, ou bien c'était diffus? Si, il y a quand même eu des moments assez marquants, notamment de rapports sexuels assez violents que j'ai connus, où je pense qu'avec le temps, tristement, je me suis un peu habitué à certaines violences. T'es à l'aise de les décrire ? Ouais, déjà ça peut aller des violences classiques, je dirais. Moi j'aime bien m'amuser, j'aime bien les rapports dominant-dominé. Je veux dire, j'ai pas de problème avec ça, je suis hyper open, je suis hyper à l'aise avec. Moi je pense que dans la vie, tant qu'on est majeur et qu'on s'entend, on fait ce qu'on veut. Il faut foutre la paix aux gens. Voilà. Et à partir de là, voilà, les gens ils font ce qu'ils veulent. Donc voilà, j'ai pas de problème avec la sexualité, mais par contre, faut savoir soi-même, faut arriver à identifier quand est-ce qu'on n'en a plus envie. Je dis ça parce que on peut être à l'aise avec certaines choses, mais pas forcément avoir envie de les subir. Et par exemple, je pense qu'on s'habitue. On, c'est je. Ouais, c'est moi. Effectivement. C'est-à-dire, toi, t'es dans ce rôle de passif soumis sur les apps ou dans des soirées, t'habites à Paris. Tu rencontres des hommes à qui tu dis ouais go, je peux être soumis, et il y a un moment où ça va trop loin, c'est ça que je comprends. C'est quoi les violences que tu as subies? Ouais, et encore une fois, je ne blâme personne parce que je pense que j'ai pas mis les garde-fous et je l'ai pas dit. J'ai pas dit. Bon là, on touche à des questions de consentement et tout, c'est plus complexe, mais en tout cas. En fait, te force pas. Je sens que c'est compliqué à sortir. Non, t'as envie de raconter ou on passe à autre chose? Non, ça me dérange pas du tout. C'est juste que, comme tu dis, c'est un peu diffus. C'est-à-dire que, bon, j'ai un exemple, par exemple, en tête, effectivement, qui est d'une extrême violence. D'autres qui le sont moins. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est de la violence verbale, physique. Je veux dire, en fait, ce que je veux dire, c'est que des fois, on peut accepter des choses sur le moment, vouloir des choses même sur le moment. Oui. Et qui, sur le long terme, peuvent être ravageurs. Ouais, bien sûr. Par exemple, effectivement, des insultes, c'est tout con. Mais moi, là, en ce moment, je suis dans une période de ma vie où je ne veux plus qu'on m'insulte au lit. J'ai plus envie. Parce que non, je suis pas une salope, en fait. Ou non, peut-être demain, je le serai. Hier, je l'étais. Voilà. Mais en fait, si j'ai envie d'être l'être, je le suis. Si j'ai pas envie, je le serai pas. Et je suis dans cet état d'esprit, aujourd'hui, un peu plus assertif, tu vois. Voilà, aujourd'hui, par exemple, ça, les insultes, j'ai plus envie.
Après, des choses un peu border, il y a les baffes, il y a les fessées, ce genre de trucs. Bah pareil, moi aujourd'hui, quand je fais une fellation, en fait, tu me mets pas une baffe dans la gueule, quoi. Mhm. Et ça, c'est des choses que j'ai longtemps acceptées et trouvées normales. Mhm. Ça, c'est terminé, par exemple. Et c'est quoi le déclic où tu te dis non, ça me fait. Enfin, tu avais du kiff avant et il y a eu un moment donné où tu t'es dit non, stop. Ouais. Et je vais t'inviter à être bien aligné avec ton micro. Ouais. Bah, c'est T'es en train de effectivement. t'allonger là. Pas que je suis très à l'aise. Tu vois ce que j'essaie de dire? À quel moment donné tu t'es dit non, ça me fait du mal, j'ai plus envie? Bah, je pense que oui. Je pense qu'il y a eu un moment, un rapport un peu plus violent que les autres. Que tu Où- veux pas raconter? Non, ça me dérange pas forcément, mais sans rentrer dans les détails, où là, clairement, moi, j'ai jamais à un quelconque moment. En fait, j'ai envie de t'expliquer, on est plein dans cette situation, on est sur un podcast où on parle de la sexualité comme ça. En fait, de mettre des mots sur ces réalités, Ouais, bien sûr. c'est pouvoir mieux se les dire, mieux se les expliquer, mieux se les réparer. Uniquement si toi, tu sens que ça fait ce processus-là. Moi, ça me dérange pas. Pourquoi tu as du mal à le raconter? Bah, parce que c'est pas non plus d'une évidence folle à sortir, mais parce que mais j'ai pas de problème à le dire. Et du coup, je vais te poser une autre question avant que tu racontes. De quoi tu prends soin en ne la racontant pas? Ben, peut-être d'une certaine manière inconsciemment de l'image que je peux donner, même si finalement, bon voilà, ça m'importe peu aujourd'hui parce qu'encore une fois, comme je t'en ai parlé en préambule, moi, c'est une manière aussi comment dire, de témoigner ici, de me réapproprier ma vie, ma sexualité, et c'est un peu un point d'étape aujourd'hui, un peu une fierté parce que j'ai fait pas mal de chemin là ces 2 dernières années. C'est un point de passage, voilà. Et aujourd'hui, tu as de la honte sur ces rapports sexuels où c'était plus violent et où t'étais pas forcément consentant? Bah alors, je sais pas si c'est de la honte, mais en tout cas, la vérité, c'est que personne ne l'a jamais su. Là, t'es un peu la première personne avec qui je vais le dire, et c'est vrai que, tu vois, par exemple, le dis pas. Mettre des mots. Oui, non, mais bon, c'est un rapport violent, on va dire, que j'ai pas, pour lequel vraiment, pour le coup, j'ai pas donné mon consentement, quoi. Donc, certains parleront d'un viol, tu vois. Mais ça, sur le coup, on se dit pas ça. Ce qu'on se dit pas, en fait, je viens de me faire violer. C'est-à-dire, tu te rappelles que c'était sur une application, Ouais. rencontre le mec, Ouais. et vous échangez quels mots? Peu de mots, voilà. Un profil pas forcément bienveillant, un mec qui très vite, je sens, manque beaucoup de respect, mais bon, je pense que ça résonnera auprès de beaucoup de gens, hein, de dire bon il est là, hein, on va pas se débiner. C'est-à-dire qu'il est venu maintenant. chez toi? Ouais. On va pas se débiner maintenant, donc je pense que c'est pas ça parle à beaucoup de gens, hein, de se dire ça. Hein. Moi, pareil, hein, beaucoup de fois, je me dis ah ouais bon, ok, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, ou c'est pas du tout le feeling auquel machin, mais bon, on tente quand même, on se dit on verra. Parce que tu t'autorises pas à ce moment-là. Ouais. C'est très difficile d'avoir quelqu'un chez soi et de dire finalement j'ai envie que tu partes. Oui, surtout que sur le coup, j'avais pas envie qu'il parte parce que sur le coup, rien ne présageait de ce qui allait se passer. Mais finalement, il s'avérait qu'il a été hyper violent, quoi. Très violent. Et à coup de baffe dans la gueule, tout simplement. Et moi, là, ça, j'ai jamais donné mon accord pour ça. Et ça m'a terrifié. En fait, j'ai encore. Des fois, j'y repense et je me revois physiquement me cacher le visage, en fait, quand il levait la main, quoi. Enfin, c'est terrifiant. Enfin. Donc, en fait, c'est vrai qu'après, les jours passent. Et sur le moment, t'es saisi et t'arrives à communiquer des choses ou pas? Ah non, puis de toute façon, je suis en plus dans un état, un moment de ma vie, il y a quelques mois, où en gros, je suis totalement anesthésié partout, parce que effectivement, je pense que là, justement, on arrive un peu, tu vois, après avoir parlé de mon adolescence, de ma première longue relation, de ma deuxième longue relation. Là, ces dernières années-là, où s'est passé cet événement-là, où moi, j'étais au plus bas, en fait. Hein, j'étais au fond du seau après ma dernière relation, parce que c'était vraiment passionnel. On était fous amoureux, mais la vie, on a dû s'éloigner parce que ça devenait trop compliqué entre nous. On s'est quittés en s'aimant, mais ça devenait compliqué parce qu'on n'arrivait plus à s'accorder.
Et puis, ouais. Et du coup, donc, arrivé cette période-là où moi, effectivement, là, j'ai multiplié les rencontres. Et qui dit multiplier les rencontres, ça dit des rencontres merveilleuses et des rencontres beaucoup moins, notamment cette fois-là. Et tu avais l'impression que dans ce moment de grande fragilité, vulnérabilité, les rencontres qui s'enchaînaient, c'était pour des coups d'adrénaline, pour se sentir pas seul, c'est ça ? Ouais, alors moi c'était beaucoup parce que ayant enchaîné des longues relations et des périodes où même et des périodes en tout cas plus compliquées sexuellement de manière générale avec la fissure anale, en vrai moi c'est vraiment ces dernières années que je me suis vraiment découvert, épanoui. Enfin, je peux pas dire ça parce que quand j'avais des périodes de pause avec la fissure, je m'éclatais. Mais disons, voilà, de rencontrer des nouveaux garçons, faire des rencontres, tout ça c'était très nouveau là. Et moi, plus que pour ne pas se sentir seul, c'était surtout une urgence de vivre et de découvrir des choses et de me dire, en fait, je vois les années passer, j'ai pas connu autant de garçons que j'aurais voulu. Et en fait, ça, pareil, c'est quelque chose aujourd'hui que je réfute complètement, cette idée de se dire, en fait, il faut voir... Je veux plus de ces injonctions, quoi. Et à l'époque, je m'imposais des rencontres, des pratiques, parce que je me disais, il faut que je connaisse ça. Il faut que je teste une fois. Il faut que je fasse ça. Non, il faut rien, en fait. Il faut rien du tout. Il faut faire ce qu'on a envie de faire. Il faut pas faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Et à l'époque, j'étais pas très à l'aise avec cette idée-là d'être en paix avec ce qu'on ne découvre pas. Et même au-delà du sexe, je pense que j'ai trop tendance à oublier toutes les choses géniales que j'ai vécues, les voyages magnifiques que j'ai faits, les gens géniaux que j'ai rencontrés. Je fais un travail super épanouissant, enfin, je veux dire. Mais moi, j'ai une grosse fixette sur cette sexualité un peu bafouée pendant des années, en fait. Et du coup, j'ai eu du mal à un moment à me décoller de cette idée de... il faut que j'en fasse plus. Il faut que j'en fasse plus, il faut que je rencontre des gens, il faut que je fasse des gens, parce que les années passent et que j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, je suis jamais allé dans un bordel, j'ai jamais fait une partouze, j'ai jamais fait ci, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait ça, tu vois. Alors qu'en fait, voilà, si j'ai envie de rester chez moi, dormir, en fait, c'est très bien. Ouais. Tu te mettais la pression. Ouais, je me mettais des pressions. Tu dis à très juste titre que, et je pense que c'est vachement important, c'est mon opinion personnelle, mais je pense qu'elle j'ai envie de la partager. C'est pas parce que je dis oui à être dans un jeu de soumission que, je peux pas retirer à tout moment mon consentement. C'est pas parce que sur une application, je dis quelque chose que 10 minutes plus tard, sur l'application ou dans la vraie vie, je peux pas retirer ce consentement. Sure. Et deuxièmement, donner son consentement, c'est pas lâcher un oui parce qu'on se sent forcé, c'est un vrai oui engagé, joyeux. Ah, mais bien sûr. Et parce que je trouve que dans ces rapports de domination-soumission, on pourrait se dire, ou en tout cas moi j'ai déjà pensé, c'est moi qui ai dit que je pouvais être soumis, c'est moi qui ai dit que j'aimais bien avoir une baffe par exemple, et là il est en train de se passer un truc qui me va pas du tout, mais comme il y a 2 heures j'ai dit que j'aimais les baffes, là j'ai plus le droit. Et c'est vachement important de se souvenir, mais j'ai grave le droit. Alors là, et deuxièmement, que pour prendre soin de moi, faut que je noue une relation avec la personne et donc que je vérifie, en tout cas ça c'est comme ça que moi je navigue, je vérifie bien qu'elle comprend ce que c'est le consentement. Complètement. Donc en fait, si pendant j'ai plus envie de baffe ou si c'est trop fort, et ça je pense que c'est pas facile de bien jauger ça. Et toi tu t'es retrouvé dans cette situation où t'as pas osé dire stop. Aussi parce qu'il me faisait peur. Ok, t'avais peur aussi. Ouais. Il me faisait peur. Le mec, il me faisait peur, ouais. Et concrètement, je rebondis sur ce que tu dis, c'est que aujourd'hui, on le voit, c'est un sujet effectivement qui prête beaucoup à débat, le consentement explicite, non explicite, le verbal, le non-verbal. Enfin bon, quand tu vois quelqu'un se cacher le visage parce que tu lèves la main, je pense que là, on est sur un signe assez évident de non-consentement, quoi. Tu vois. Et je te demandais tout à l'heure par rapport à des déclics, ça c'en est un. Ah ouais, clairement. Est-ce qu'il y en a d'autres, des déclics qui font que tu vas remettre en question tes pratiques sexuelles et tes automatismes de passif, entre guillemets, ou ce rôle
ce stéréotype? Bah, effectivement, ce moment dont tu parlais, où j'ai rencontré quelqu'un, effectivement, où j'ai senti vraiment des sensations que j'avais jamais vraiment vécues avant, où j'ai eu vraiment le sentiment qu'on m'avait fait l'amour, quoi. Et tu vois, même ça, faire l'amour, tu vois, ce mot en français, je sais pas, c'est bizarre. Il est bizarre, je trouve. Il y a une sorte de gêne parce qu'on n'est pas habitué à le dire, tu vois. On dit pas, je fais l'amour. Personne dit ça. Alors que c'est tellement beau, quoi. Donc ça, c'était quand, cette expérience? C'était il y a 5-6 mois. Ok. Ça, c'est un déclic. Ouais. C'est un des déclics. Donc, tu l'as rencontré comment, cette personne? Ouais, aussi une appli, mais moi, ce que je fais, les applis, c'est que j'échange 2 messages et très vite, je rencontre parce que j'aime pas parler pendant des heures. Ok. Et là, sur cette appli, tu t'identifies comme passif? Ouais. Ouais. Et lui? Actif. Ok. Du coup, le déclic là, c'est pas tellement tu t'es fait pénétrer. Oui. Mais c'est comment tu t'es fait pénétrer. Exactement. Ok. Donc, gros déclic parce qu'effectivement, c'est un peu la mise en miroir de l'expérience violente que je viens de te raconter. Où là, quelques mois plus tard, forcément, moi, j'ai fait une pause entre les deux parce qu'au bout d'un moment, voilà, j'ai plus trop. Puis j'ai d'autres chats à fouetter. Entre-temps, j'ai des problèmes de peau aussi, beaucoup, ce qui s'appelle une maladie de Verneuil. Donc, en fait, c'est une maladie pareil, chronologique qui fait des poussées de furoncles assez violentes, un peu partout sur le corps. Donc, honnêtement, autant dire que ça, des fois, on n'a juste qu'une envie, c'est de se cacher, de fermer les rideaux. Et donc j'ai eu des périodes de pause et là bon ça allait mieux et tout, printemps revient, je rencontre ce garçon et alors là vraiment à tout point de vue génial parce que le sexe est effectivement hyper doux et en même temps voilà un peu animal quoi, je veux dire c'est pas on fait pas ça du bout des doigts non plus quoi. Et très vite tu sais ce genre de relation où ça clique quoi, tu sais, des fois ça clique, tu rencontres un mec vous faites l'amour, ça clique. Tu le vois tout de suite, tu le sens, tu vois. Et là, effectivement, ça clique parce que déjà, et c'est là où tu te dis, mais putain, mais pourquoi on peut pas tous être comme ça, quoi. Genre, il rentre, grand sourire, on échange une blague ou deux, on rigole, ok, bon, déjà, ça détend, tu vois. Et là, on fait l'amour et tout, ça se passe bien. Donc, le sexe est très bon. Et au-delà de ça, il est dans l'hyper-valorisation de moi, de mon corps, de qui je suis. Et réciproquement. Donc en fait, faut pas avoir peur, je pense, dans la vie de faire des compliments aux gens. Faut pas avoir peur de. Et ça aussi. Ça, dans tout ton cheminement de sexualité, c'est la première fois que ça t'arrive. Ouais, je pense que. Tu parlais de 2 couples de plusieurs années avec des sentiments et la personne très douce. Tu sais, dans l'épisode précédent. Bah oui, mais le problème, c'est qu'en fait, déjà, avec le premier, il y a eu moins de sexe. Parce que très vite, j'ai eu mes problèmes procto. Ouais. Donc bon, finalement, c'est ça quand je dis première fois, c'était peut-être pas la première fois, mais en tout cas, ça m'a vraiment marqué parce que certes effectivement, avec mes ex, c'est arrivé, mais peut-être pas de manière aussi puissante sexuellement. Okay. Et en plus de ça, c'était toujours sur fond de problèmes proctologiques. Ok. Et puis, voilà, là, il y avait un truc, quoi. Il y a un truc fort. Et il n'y avait pas cet élément de soumission? Non. Et d'ailleurs, lui, parce que je le vois encore aujourd'hui, il me dit, moi, j'aime pas dominer. Et ça aussi, c'est marrant, parce que je pense que c'est un discours qu'il y a plein de gens... aujourd'hui, sur les applis, même, tu vois, il y a des injonctions à être actif aussi. C'est ça, quand je te dis, moi, est-ce que je suis légitime, machin. Aujourd'hui, même si c'est des territoires que j'explore, moi, je suis pas... non, moi, je vais pas te claquer la gueule au sol, en fait, tu vois. Moi, je suis pas ce genre de mec... actif, tu vois ce que je veux dire, parce que même les actifs, ils ont ces injonctions des fois, on leur dit t'es domi, tu vois, et donc si t'es pas domi, tu vois, donc lui c'est ce qu'il me dit aussi, il me dit moi tu sais, je suis pas dominateur, c'est pas mon truc d'être violent, voilà, donc non, c'était pas du tout comme ça. T'as découvert quel type d'intensité? Ma question, en fait, elle est chargée de mon opinion, du coup je vais te la dire avant d'essayer de... J'ai l'impression que le domi-soumis a des éléments d'intensité qui sont assez différents de l'intensité dans une relation où il n'y a pas ce jeu-là, mais une intensité quand même. C'est juste
des choses assez différentes. Tu vois ce que j'essaie de dire? Ouais. Ben. Toi, tu la définirais comment, cette authenticité? Je crois que tu l'as un peu dit en disant on a fait l'amour. Ouais, j'allais dire charnel. Ouais. Je vais décrire en un mot. Pareil, hein, c'est des mots qu'on n'entend pas beaucoup dans le jargon aujourd'hui. C'est un fait qu'aujourd'hui, il y a des injonctions dans notre société, et notamment le milieu gay parisien, qui effectivement demande de se mettre aussi dans ces rôles-là. Ok, j'allais rebondir là-dessus, sur le milieu gay parisien. Avant, on finit sur cette intensité de faire l'amour. Est-ce que tu peux me décrire cette fois? Donc, il arrive, il a un grand sourire. T'as dit dans les détails, donc il t'a pénétré en te valorisant. Donc, il y a eu du verbal, c'est ça? Il t'a fait des compliments. Ouais. Tu te rappelles de quel compliment, par exemple? Ah bah sur mon corps. Alors que et moi, t'as dit quoi? Sur effectivement, sur une certaine musculature que je pense pas avoir, une certaine. Il t'a dit quoi? Que j'étais bien gaulé, quoi. Enfin, qu'il aimait bien mon corps. Mot pour mot, il t'a dit t'es beau. C'est marrant, c'est difficile. Moi, je me disais, on va tous se faire un peu un kiff à entendre des compliments délicieux. Tu t'en souviens pas, peut-être? C'est surtout. C'est compliqué pour toi de les dire. Oui, parce que je suis pas. C'est pas facile de faire ses propres compliments, mais. Je te demande de restituer ce qu'il t'a dit. Qu'en tout cas, oui, déjà, il arrêtait pas de répéter que je lui plaisais beaucoup. Ouais. Donc forcément, ça t'a fait kiffer. Voilà. Et puis, sur mon corps, sur effectivement, sur le fait qu'il aimait bien mes jambes, ma musculature, la peau douce, ce genre de choses. Tu vois, c'est des trucs tout bêtes. Mais non, c'est pas tout bête. Mais c'est pas tout bête. J'essaye de te. Effectivement, c'est tout bête. C'est pas tout bête. C'est pas du tout bête. Effectivement. Donc toi, t'as apprécié qu'ils mettent des mots. Ouais. Parce que tout ça, c'était du verbal. Ouais. Il te le signifiait avec des mots, n'est-ce pas? Ouais. Et encore une fois, je rappelle, pour moi, je suis aussi dans une reconstruction, au-delà de mentale, une reconstruction physique, parce que il y a 2 ans où donc je me suis fait opérer de ma fissure, donc grosse opération procto, à l'issue de laquelle j'ai perdu presque 15 kilos, ce qui est énorme. Hein. Ok. Passé de 75 à 60 kilos. C'est pas forcément à cause de l'opération, mais c'est parce que moi-même, avant l'opération, c'était le Covid, donc j'ai pas pu me faire opérer tout de suite, donc j'ai recommencé à prendre plein de laxatifs. Okay. Donc j'étais vraiment devenu tout maigre, alors que je faisais beaucoup de sport avant. J'ai eu mes problèmes de peau, j'ai une grosse crise qui est arrivée, donc tout ça font que physiquement, je me sens un peu à terre. Donc rencontrer je sors d'une relation longue aussi, mine de rien, assez torturée, pleine d'amour, mais très torturée, qui m'a marqué aussi au fer rouge parce que c'est l'amour. Là, j'avais besoin de ça. Et j'avais plus besoin, en fait, je n'avais plus du tout besoin à ce moment-là. On me malmène, en fait. Tu vois, j'ai besoin de l'inverse, l'extrême inverse. Ouais. Donc, moi, j'essaye vraiment d'être avec toi dans... Donc, vous étiez chez vous? Chez toi, pardon? Ouais, chez moi. Ouais. Dans ton lit? Ouais. Ok. Vous étiez tous les deux nus? Ouais, très rapidement. Ok. Il sourit, il te dit des mots doux. Tu te souviens tu peux continuer à me décrire cette intensité sexuelle? Elle se disait comment? Elle se faisait comment plutôt? Déjà un truc tout bête, les bisous. Et on le sait, ça. Il y a les plans sexe avec les bisous, il y a les plans sexe sans les bisous. Donc déjà, toi, dans ton cheminement, c'est quelque chose que tu rencontres, l'absence de bisous. Ouais. Ok. Et là, avec ce mec, ça se bisoute. Exactement. Et ça te fait sentir quoi quand tu te fais embrasser? Beaucoup de sensations, et surtout une connexion rapide avec lui, qui fait que très vite sexuellement je me sens hyper à l'aise, et que du coup, malgré peut-être une réappréhension un peu bancale de l'aspect passif, parce que il y a eu tous ces trucs là un peu vachins où je me dis tu te sens à l'aise, quoi. Ouais, je me sens hyper à l'aise. Est-ce qu'il a une manière de te toucher particulière? Il te masse plus ou il te suce? Est-ce que tu vois? Ouais, ça, ces 2 choses là, effectivement. Alors, masser pas forcément, mais en tout cas des caresses longues et appuyées qui font qu'elles sont déjà des caresses, en fait, tout simplement, qui sont des caresses. C'est aussi rare dans pareil, je ne vois pas tout le temps dans mes rapports sexuels, mais ce qui est, je pense, tu vois, un peu normal, la réalité, parce que j'ai pas moi-même non plus toujours envie
de faire des câlins. Je veux dire, c'est pas forcément que les garçons que j'en fasse. Des fois, j'ai envie de faire des plans sexe, c'est des plans sexe, même sans que ce soit violent. C'est juste que j'ai pas forcément envie qu'il y ait des câlins, tu vois. Là, si. Et effectivement, donc des longues caresses appuyées, des bisous, des regards. Enfin, voilà, un truc genre hyper cliché de faire l'amour comme je pouvais voir dans les films érotiques sur M6 quand j'avais 15 ans en cachette, tu vois, chez moi. Et si je comprends bien, dans tes rencontres sexuelles, tu as assez de facilité à demander le jeu domi-soumis, mais tu n'as jamais demandé jusqu'à présent le jeu de faire l'amour. Ouais, c'est vrai. C'est ça ? Raison. Exactement. Ce jeu érotique. Ok. Exactement. Ouais. De sensualité, de... Ouais. Et tu sais pourquoi ? Parce que, encore une fois, je pense que je me suis... Tu vois, quand je reviens beaucoup sur le « on », je pense que ça en dit long. C'est que c'est effectivement parce que je préétablis que... Ouais. Je préétablis que... je présuppose que... Ouais. Que non, que c'est que... alors que si, il y a plein de mecs qui veulent ça. Ouais. Tu vois, mais c'est moi-même des vérités que je m'établis, que je m'efforce aujourd'hui de casser, tu vois, parce que je pense que c'est des clichés qui certes existent, qui sont pas que dans ma tête, mais dont je m'auto-persuade aussi, effectivement. On en vient à ce « on » qu'on pourrait définir comme le milieu gay parisien. Toi, tu m'as dit que tu t'es senti, je sais pas si je dois utiliser le présent, tu t'es senti exclu de ce milieu. Tout à fait. Tu peux m'expliquer pourquoi ? Déjà, pour toi, le milieu, c'est quoi ? Tu le vis quand, le milieu ? Très tard. Là, il y a Enfin, très tôt et très tard. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu habites à Paris depuis l'âge de 19 ans, ouais. Depuis que j'ai 18 ans, donc 18. Ça fait effectivement 18 ans. Ouais. Donc une petite vingtaine d'années. C'est une très bonne transition parce qu'effectivement, quand je dis que je présuppose beaucoup de choses, ce rejet, il est très présupposé. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'on ne m'a jamais poussé en dehors d'une boîte gay. Tu vois ce que je veux dire ? On m'a jamais... mais c'est moi-même qui m'auto-excluais. Et à la fois, il y a un système aussi qui fait que je ne me sentais pas représenté là-dedans. Donc, à la fois, il y a très longtemps, puisque très vite, j'habite à Paris, donc de manière inhérente, le milieu est partout autour de moi. Et beaucoup de gens disent ça. J'ai envie de savoir, pour toi, il s'exprime comment ? Donc, par exemple, le milieu, c'est aller dans certaines boîtes gays ou c'est marcher dans la rue. Et c'est quoi pour toi ? Comment, tu vois ? Il est où le milieu gay pour toi ? Au début, justement, pendant très longtemps, il est partout et nulle part. C'est-à-dire que je ne vais pas dans les endroits gays, je ne fréquente pas les endroits gays, je n'ai pas d'amis gays, mais il est partout parce qu'on est à Paris. Et c'est très bien, c'est tant mieux. Tu vois, genre parce que, tu vois, il est sur les réseaux sociaux, il est dans les quartiers, dans le Marais, dans le fait que même dans tout Paris, les gens s'affichent, se tiennent la main, il y a des drapeaux, il y a la Gay Pride, c'est plein de choses. Je veux dire, voilà. Là, tu parles des injonctions qui viennent du milieu gay et ces injonctions t'excluent. Ouais. Du coup, j'ai du mal à comprendre comment, en marchant dans le Marais et en voyant deux hommes ou deux femmes se tenir la main... Non, c'est pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que moi... c'est moi qui me sentais exclu d'un milieu dans le sens où je ne me représentais pas comme les images qui en sont préétablies. Là, je parle effectivement des stéréotypes, des endroits, des lieux gays, des... T'es exposé, ouais, c'est ça. Voilà. Ces images-là, elles sont où ? Elles viennent d'où ? Tu vois ce que je veux dire ? Elles viennent justement d'Internet, et en fait, c'est ça que j'essaie de dire quand je dis c'est partout dans Paris, mais ça, je trouve que c'est justement positif qu'il y ait cette visibilité-là. Mais moi, je la voyais de loin. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que je ne la voyais que de loin. Donc, je l'imaginais, je la fantasmais d'une certaine manière. Et comme j'en faisais pas partie, je me sentais exclu. Tu vois ? En quoi tu en faisais pas partie ? Parce que tout simplement, je fréquentais pas ce milieu et que moi, j'ai jamais eu, jusqu'à un certain moment, les occasions, les bonnes rencontres qui ont fait que j'ai des amis gays. Tu vois ? J'ai des amis gays là que depuis un peu plus d'1 an. Et donc, en fait, c'est dur, justement, au-delà, effectivement, de ces... pathologies, procto-dermato, les problèmes de couple. C'est qu'en fait, sans être... J'ai pas d'amis à qui en parler. Et il y a des codes
que tu te figures qui sont... Tu as du mal à mettre des mots dessus, mais ces injonctions, elles sont très claires. Elles émanent d'un milieu, même si tu le côtoies pas, tu t'en sens exclu, c'est ça? Ouais. Et c'est assez intéressant ce que tu dis parce que, et je vais t'inviter à être bien devant ton micro. Et c'est intéressant parce que il y a un non-dit et pourtant il est très clair pour toi que tu corresponds pas. Mais tu sais en quoi tu corresponds pas? Ben, je pense que c'est compliqué à définir parce que je pense que c'est un mélange de tout. C'est un mélange de un peu de là où je viens, un peu de tout ce qu'on vient de se dire. Ouais. Depuis le début, tu vois. Ouais. Un peu de d'où je viens. Tu vois, côté petit campagnard, machin. Une certaine sensibilité. Pendant longtemps, voilà, j'avais pas forcément un corps que j'aimais. J'étais à un moment un peu focus sur mes problèmes de santé. J'étais en couple aussi dans des relations très exclusives où du coup, c'était pas à la fête, on va enlever son t-shirt en boîte, voilà. Un milieu très hétéronormé, même amical. Donc tout ça en fait, qui fait que forcément ça crée une grosse distance. Et puis aussi, je pense, des schémas de vie que j'imagine différents. Encore une fois, je parle pas des homos, je parle du milieu, quoi. Où effectivement, on se dit, évidemment, il y a des homos qui veulent s'éclater à fond, il y en a d'autres qui veulent être en couple, avoir des enfants, d'autres non, voilà. Mais le milieu tel qu'on dit, ça présuppose la fête, sous-entendu. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, c'est beaucoup cet aspect-là aussi que j'imagine et que je fantasme parce que j'ai envie d'en faire partie d'une certaine manière. Parce que justement, j'ai envie... En fait, ce qui m'a beaucoup manqué pendant très longtemps, c'est cet aspect communautaire. C'est de me sentir éloigné d'une communauté de laquelle j'aurais peut-être à un moment donné eu besoin d'aide ou de soutien à plusieurs points de vue et que j'ai pas eu, mais tout simplement parce que j'ai pas poussé les bonnes portes ou j'ai pas rencontré les bonnes personnes, ou ça s'est pas fait comme j'aurais aimé que ça se fasse. Et ce que j'entends, c'est que ce milieu il se vit beaucoup la nuit et que toi c'était pas un kiff de sortir. Alors si, moi je sors beaucoup, mais justement toujours dans des endroits très hétéro normés pendant très longtemps parce que tout simplement mes potes sont hétéros et je suis déjà sorti dans des soirées gays mais de manière très anecdotique. Et puis là, depuis quelques temps, j'ai des amis avec qui je tiens beaucoup, qui sont gays et donc on sort un petit peu dans le milieu. Mais qu'est-ce que ça a changé pour toi? Tu me l'as dit que c'était important, c'était une de tes clés. Ouais. C'est ces amitiés avec des. Ouais. Avec que des hommes gays? Des hommes, on est un petit groupe, on est 4. Qu'est-ce que ça change pour toi? Énormément de choses. C'est-à-dire que je pense qu'encore une fois dans la vie, je me dis des fois rien n'est dû au hasard. C'est que donc il y a 1 an et demi, j'ai ce gros où je décide vraiment de tout plaquer dans ma vie. C'est-à-dire que je décide enfin de prendre mes problèmes de santé à bras le corps, des problèmes d'addiction que j'ai pu avoir aussi. Des problèmes de couple où j'ai fui, tout simplement, j'ai fait ma valise et je suis parti. Mes problèmes de travail où j'étais au bord du burn-out, j'ai démissionné, j'avais rien derrière. J'ai tout changé. Du jour au lendemain, en 2 mois, ma vie a complètement explosé et changé. Et à un moment donné, justement, sur un coup de tête, j'ai décidé de sortir dans un bar. Après, en plus, là, dans une période un peu dark, où je m'embrouille avec ma meilleure amie de manière hyper violente. Et là, c'était hyper pictural le truc. J'avais mon sac sur le dos, ma valise. Je venais de quitter mon foyer. Et là, je m'embrouille avec ma pote et tout, on se sépare. Et je me dis, non, la nuit ne s'arrêtera pas là. Je pars dans un bar et je vais m'amuser. Et voilà, je veux. J'avais besoin un choc de vie, quoi, tu vois. Et ça change quoi d'avoir des potes gays? Et du coup, donc, je rencontre effectivement un mec et donc qui me présente 2-3 copains. On devient une belle bande d'amis solide. Et donc, en fait, ça change tout parce que même si j'ai des amis à qui je peux dire plein de choses et ma famille aussi, on peut pas tout dire en fait.
Moi, je pense que l'aspect communautaire, il est important dans la mesure où en fait, une minorité, si c'est une minorité, par définition, ça veut dire qu'elle ne peut pas s'exprimer comme elle aimerait s'exprimer. Donc, il y a besoin de safe place comme ça. Où on peut dire ce qu'on veut et en fait on se comprend, enfin c'est con à dire mais voilà et puis aussi on peut avoir plus facilement peut-être des conseils ou des débats aussi sur des sujets qui peuvent être moins intéressants avec des personnes qui ne sont pas touchées par ces problématiques-là. Voilà, et puis encore une fois des conseils, j'insiste beaucoup et des mains tendues et puis des soirs de fête et puis des pleurs, des rires, tout quoi. Et puis j'insiste, c'est vraiment des vraies amitiés quoi, c'est pas des trucs fortuites de soirée parce que aujourd'hui j'ai 36 ans, des amis de soirée oui c'est rigolo mais bon j'ai pas j'ai plus 20 ans non plus donc moi si je recherche des relations aujourd'hui c'est des trucs un peu plus deep quoi. Donc ça m'a vraiment, il y a eu un avant et un après, ça m'a vraiment changé ma vie moi de rencontrer ces gens-là. Tu m'as dit que la première fois où t'as pénétré quelqu'un c'était l'année dernière. C'était comment? Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés, ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefait-des-podcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.